Eh oui, New York. On est en 1958. Enfin, pour encore quelques minutes. À minuit, on sera en 1959. Une autre ambiance. Le nouvel an. L'avenir. Oui, notre vieille mère la Terre s'apprête à repartir pour un tour de soleil. Et tout le monde espère que la balade sera un peu plus grisante, un peu plus gaie. Dans toute la ville, on sabre le champagne. Au Waldorf, les rupins dansent aux accords de Gaël Ambaro. Et sur Times Square, les petites gens retiennent leur souffle en attendant le lâcher de ballons. Chacun essaie de s'approprier le temps qui passe, histoire de dire « c'est maintenant, je le tiens ». Sauf que le temps de le dire, c'est déjà du passé. Et tout le monde est heureux. Tout le monde s'amuse. Enfin, presque tout le monde. Quelques âmes égarées divaguent ici et là. Au cas où vous ne seriez pas tous du coin, il faut que je vous dise qu'ici, c'est ce qu'on appelle la foire d'empoigne. Ça vous en a broyé plus d'un qui sent plus d'humeur à faire la fête, qui n'a pas envie de se réjouir et qui se moque pas mal du nouvel an. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Les Aventures de la Princesse, je suis Clem, salut Donna. Salut et bonne année. Bonne année, et oui, bonne année car c'est un podcast spécial fin d'année où on va vous parler d'un film de Nouvel An qu'on aime beaucoup, qui nous tient à cœur, et également faire un petit modeste bilan de peut-être nos découvertes cinématographiques de cette année, découvertes et redécouvertes. Mais je vais laisser tout d'abord la parole à Donna pour présenter le film au cœur de cet épisode. Et le film qu'on a choisi, c'est un film qu'on a déjà eu l'occasion de voir un soir de Nouvel An. Il y a quelques années maintenant, il y a... Ça fait 2-3 ans, je pense. Oh, même plus. Même plus Même plus. Ça devait être sûrement Nouvel An 2021, entre 2021 et 2022. Et donc là, on l'a revu, donc on n'est pas le soir du Nouvel An, on est quelques jours un peu avant quand on enregistre. Ce film, c'est donc Le Grand Saut, un film réalisé par les frères Cohen, sorti en 1994. C'est un film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui était en sélection officielle. Les Cohen avaient reçu peu de temps avant une Palme d'Or pour Barton Fink, accompagné d'un milliard d'autres prix, parce qu'il n'y avait rien d'autre de bien cette année-là en sélection. Vous pouvez vérifier, c'est véridique. Vérifier la sélection 91. Et donc ils reviennent tout pimpant avec ce qui constitue l'un de leurs plus gros budgets dans leur carrière, avec un gros film qui ne paye pas de mine, mais qui est un gros projet qu'ils ont depuis longtemps. Et ça va s'écrouler malheureusement, le film est mal reçu, il ne rentabilisera pas sa mise, et pourtant c'est un film qu'on aime beaucoup. Je précise que vous entendez peut-être une petite boule de poil qui joue autour du micro. C'est un podcast maison. Voilà, et il fête le Nouvel An comme il veut. Exactement. Donc du coup, Le Grand Saut, c'est un film qu'on a déjà vu plusieurs fois, qu'on aime vraiment beaucoup, et c'était un plaisir de le revoir encore une fois pour cet épisode et pour ce Nouvel An. Donc si vous n'avez jamais vu ce film, ce qui est probable puisqu'il est peu cité dans la carrière des frères Cohen, ça se passe en 1958 à New York. On va suivre le personnage d'un jeune homme joué par Tim Robbins qui s'appelle Norville Barnes, et il débarque à New York depuis sa petite ville de province. De Muncie. Je sais plus s'ils disent dans quel état c'est. Je sais plus. En tête j'ai Ohio, mais ça va pas être ça. Hein. Je sais pas, moi je pensais à Oklahoma, donc... Bon, c'est une petite bourgade bien paumée. Il arrive plein de rêves dans la tête avec son diplôme. Il se retrouve engagé comme le dernier rang au courrier. Au courrier d'un énorme building d'entreprise dont on ne sait pas vraiment d'ailleurs. On sait pas ce qu'ils font. Voilà, on sait pas ce qu'ils font. Chez Hudsucker, et au même moment, chez Hudsucker, Monsieur Hudsucker, le patron, donc c'est Waring Hudsucker, décide de se jeter par la fenêtre du dernier étage, sans expliquer ses motivations. Depuis le 45e si on compte l'entresol. Exactement. Voyez le film.
Voyez le film, absolument. Et donc du coup, il y a un micmac, les actions de Warring Hudsucker vont tomber dans le domaine public, donc c'est un peu la merde pour les différents associés et dirigeants de l'entreprise, qui décident de trouver un idiot, de lui donner le poste de directeur, pour faire s'écrouler les actions, et pour les racheter, une fois qu'elles tombent dans le domaine public, à bas prix, et reprendre en main l'entreprise, en ayant récupéré donc les actions. Et ils vont choisir évidemment notre héros, Norville Barnes, Tim Robbins, qui lui croit réellement qu'il est là pour faire des bonnes choses, qui est très naïf, et donc il va y avoir en parallèle une enquête menée par Amy Archer, jouée par Jennifer Jason Leigh, qui donc joue une journaliste qui va essayer de démasquer Norville et de prouver que c'est juste une marionnette. Exactement. Et dans le même temps, donc il y a Sidney Husberger qui est joué par Paul Newman, qui est le patron du coup officieux qui tire les ficelles, qui va essayer de maintenir la marionnette Norville et d'empêcher Amy Archer de révéler toute l'histoire. Donc voilà pour le résumé. Est-ce que tu veux dire des choses sur le film déjà ? Ouais, je veux bien. C'est un film avec un ton très particulier. Je pense qu'il faut vraiment apprécier l'univers des frères Coen, notamment ce qui est développé un peu dans Barton Fink et dans Ave César, je pense, pour appréhender ce film et pour l'apprécier, véritablement. Parce que c'est très loufoque, c'est très carton-pâte, en fait. Ça prend place dans un univers un peu fictif, quand même, dont les décors font très art déco années 50, mais fantasmé, quoi. Et donc, en fait, ce décor-là ne sert qu'à mettre en scène une espèce de parodie de la réalité, ou une parodie un peu poétique, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est très poétique, on laisse de côté des trucs comme le sérieux ou la vraisemblance ou quoi, pour juste raconter des trucs et peut-être avoir un propos un peu politique derrière sur la vie, sur l'entreprise, mais bon, c'est pas si frontal que ça, mais c'est juste très charmant en fait comme film. L'acteur principal, Tim Robbins, je crois que je l'ai jamais vu ailleurs. Et je le trouve très mimi, en fait, dans son rôle de jeune homme un peu naïf, mais qui est pas stupide non plus. C'est juste qu'il est plein d'idéaux et il se fait manipuler honteusement par le capitalisme, comme nous tous, mais quand même, à la fin, ça s'arrange pour lui, parce que il faut quand même une bonne fin à tout ça, malgré la mélancolie qui traverse le film, en fait. C'est vraiment ça, c'est un mélange de parodie un peu loufoque de la vraie vie, et de mélancolie à travers une palette de couleurs qui est très terne, assez désaturée, des décors très vides, des personnages qui sont complètement perdus dans leur vie, et qui finalement sont obligés de tomber au plus bas pour réaliser qu'ils n'ont pas tout perdu quand même, et que le bonheur est encore possible. Donc peut-être que je lis trop de choses dans ce film, mais je le trouve hyper charmant, hyper réconfortant, surtout à la fin d'une année chaotique. Et Dieu sait qu'on en a des années chaotiques ces derniers temps. Et donc moi, ça me fait toujours plaisir de le revoir et de juste remettre à zéro, de remettre les pendules à l'heure et de se dire, bon, on repart pour une nouvelle année. Et si on tombe au plus bas, il y a presque toujours moyen de se relever. Merci le chat pour ce bruit. Voilà, donc ça me fait trop plaisir de le revoir, surtout que la VF est bien, bien, bien cool. Oui, complètement. Mais pareil, moi c'est toujours un immense plaisir de le revoir. Je sais pas que ça fait combien de fois que je le vois, mais je crois que j'aime tout. J'aime tout dans ce film, ouais. De sa police d'écriture dans le générique, ses musiques, son casting absolument trop cool. J'adore Jennifer Jason Leigh, j'adore Paul Newman, j'aime beaucoup Tim Robbins. Déjà rien que ça, ce trio me fait un plaisir immense. D'ailleurs, 2 sur 3 qui ont joué chez Altman, je pense. On fait coucou à un ami fan de Altman, bien sûr. Non, Paul Newman, je crois, n'a jamais joué chez lui, mais du coup, Jennifer Jason Leigh et Tim Robbins. Et donc, voilà, j'aime son ambiance, j'aime sa photographie qui est faite par Roger Deakins, qui est vraiment magnifique. Le film devait être en noir et blanc au départ, et c'est l'une des rares concessions qu'ont faites les Coen à leur production, parce que le gros budget oblige.
pour quand même faire un objet populaire et tout public, mais comme tu l'as dit, c'est très désaturé, c'est très esthétisé. J'aime, comme toi, cette VF absolument magnifique. Merveilleux. On a Marc Cassot, alias George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, en Paul Newman. Et ça, c'est trop cool. Et c'est toujours un plaisir d'entendre sa voix sur Newman. Ah oui, d'accord, j'étais un type épatant. Mais quand le président directeur général détenteur de 80% des actions d'une société tombe, du 44e étage... 45e, si vous comprenez l'entresol. C'est l'ensemble de la société qui est touché. Stilson, quelles dispositions a-t-il prises en ce qui concerne ses actions? On a Bruno Choel sur Tim Robbins, Agnès Fromont sur Jennifer Jason Leigh, et on a dans des rôles plus secondaires Patrick Fleursham et Benoît Alman qui jouent le narrateur. Ouais. Et un film de fin d'année qui commence sous la neige, narré par Benoît Alman, il n'y a pas plus réconfortant. Mais clairement. Pour la fin d'année, qui d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est un deuxième doublage, c'est un redoublage. Le casting du premier doublage est particulier. On ne l'a jamais entendu, mais ça a l'air assez étrange. Je serais curieuse de l'entendre, moi, pour le coup. Avec quand même Elise Moon et Hervé Ikovic. Ouais. Pour le reste, les mêmes comédiens, Aimé Dondo à la place de Benoît Alman. Mais sinon, les mêmes comédiens sont présents entre les deux versions. Et j'aime cette ambiance complètement hors du temps, que comme savent le faire les Coen, des films qui naviguent dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire un film qui est à la fois lié aux comédies loufoques, screwball comedy des années 30 de Capra, Sturges, et en même temps à ces films un peu utopiques, poétiques, des mêmes Capra, Sturges, Wyler, genre La vie est belle par exemple, donc, et qui est aussi un film de fin d'année, donc ça marche bien. Et en même temps, au-delà de la référence, des références qui sont présentes évidemment dans le film, il y a des choses beaucoup plus modernes comme ce côté ultra ironique et satirique de la direction des grands patrons qui sont complètement déconnectés, et qui là est beaucoup plus années 80, je pense à Robocop, même si c'est un peu moins humoristique dans Robocop, mais voilà, ce panel de membres de la direction, et il y a des moments de cacophonie où ils parlent tous les uns sur les autres, c'est ultra comique, et donc voilà, ce côté très énergique, très comique, en même temps doux, poétique, fin d'année, voilà, avec une romance très simple, mais très bien amenée au milieu. Voilà, moi je suis complètement charmé par tous les éléments de ce film, je n'ai rien à y redire, et c'est vrai que je pense que c'est un film de frères Coen qui mérite d'être plus souvent regardé. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça que je disais que faut aimer quand même Barton Fink ou Ave César pour apprécier ce film. C'est le côté très hors du temps, comme tu dis, et voyage dans l'histoire du cinéma. Ouais, Barton Fink est sans doute le film le plus proche. Oui. Et c'est pas étonnant vu que les films sont assez proches dans leur carrière. Il y a 3 ans d'écart. Ouais, oui, c'est ça. Il y a une thématique qu'ils aimaient bien développer, quoi, à cette période-là. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est il y a la présence de Sam Raimi. Sam Raimi, qui est co-scénariste et assistant, oui, tout à fait. Assistant réalisateur sur le film, qui d'ailleurs a réalisé pour... il est pas assistant réalisateur, il est réalisateur seconde équipe. C'est lui qui a réalisé la scène du suicide du patron au début. Ah. Et ce qui explique la présence dans un petit rôle aussi de Bruce Campbell. Ouais, toujours très savoureux. Oui, très bien. Ouais. Un petit rôle en arrière-plan, mais très sympathique. Beaucoup de gouaille. Et puis sinon pour le côté nouvelle année, parce qu'on a fait un peu parler de ça, c'est un film qui se passait dans Sous la neige à New York, c'est toujours très charmant, avec cette temporalité de au 1er janvier à la nouvelle année, les actions vont tomber dans le domaine public, donc du coup cette espèce d'enjeu, cette attente de savoir où se situeront les actions au moment du passage à l'année 1959, et avec cette temporalité complètement improbable où il est censé y avoir 3 semaines d'attente, le film est censé durer sur 3 semaines, et puis bon, il y a des ellipses, ça semble durer parfois beaucoup plus longtemps, parfois beaucoup moins longtemps, cette ambiance où c'est un espèce d'hiver éternel assez doux, alors qu'en même temps tout va très vite, et j'aime beaucoup cette double temporalité. Ouais, finalement l'enjeu du temps, on le ressent pas tellement dans le film, ce qui prouve bien que c'est pas vraiment une préoccupation de faire sentir ce « oh là là, mais c'est bientôt l'heure », il n'y a pas de décompte en mode 2 mois avant le... Enfin, pas 2 mois parce que ça se passe en moins d'1 mois, mais disons 1 semaine avant, 2 semaines avant. Il n'y a pas du tout ça.
Et c'est juste, à la fin, on glisse très naturellement vers le soir du Nouvel An, presque sans s'en rendre compte, montrant finalement que toutes ces histoires d'action et tout ça, ça n'a pas grande importance. Et puis voilà. Je voulais rajouter aussi que j'aime beaucoup la dimension surnaturelle dans le film, qui est très bien amenée, je trouve, avec deux figures discrètes mais assez importantes d'êtres un peu surnaturels qui vivent dans la tour et qui visiblement n'en sortent jamais et qui hantent un peu les lieux. Voilà, j'ai l'opposition entre ces deux figures-là que j'ai trouvé assez chouette sur la fin, notamment. Voilà. Oui, un côté très Charles Dickens. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un conte, en fait, ce film. Parce qu'on a le côté surnaturel qui est presque... naturel, j'allais dire, presque normal, plus la temporalité qui est un peu floue, plus la neige, plus le côté un peu féerique. On est complètement dans une esthétique de conte, en fait. Conte cinématographique, conte sur le capitalisme, sur la dépression, sur tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce que vous voulez y voir. Non, mais j'ai rien à rajouter. Bah, moi j'ai un truc à rajouter. Je t'en prie. Regardez ce film. Oui. Il est trop mal aimé, c'est trop triste, quoi. Regardez-le si vous avez rien à faire le soir du Nouvel An ou le lendemain du Nouvel An, si vous vous sentez pas bien, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et je sais qu'il y a peut-être 30 personnes qui nous écoutent, mais si on peut faire découvrir ce film à rien qu'une personne, moi, je serais contente. Moi aussi, ce serait un plaisir. Tout à fait. Vous avez vu la première page de l'Argus ce matin ? Oui, mais j'ai eu la flemme de lire l'article. Je trouve que la photo n'est pas flatteuse. Bon, la photo, ça va. C'est plutôt ce qu'il y a dessous. Ce que cette gourde a osé écrire, irresponsable. Je dicte. Chère Miss Archer, et c'est à la Miss que je m'adresse, mais je devrais m'adresser à la masse, parce que je crois que vous l'êtes complètement. Comment savez-vous que je suis un imbécile alors que vous n'avez pas eu le cran de venir m'interviewer d'homme à homme ? Non, rayez d'homme à homme pour face à face. Non, rayez face à face, les yeux dans les yeux. Et rayez le cran, mettez plutôt la politesse. Ces spéculations sur mon manque d'intelligence, ces billevesées, ces élucubrations seraient plus à leur place sur les pages d'un magazine de science-fiction. Si la rédaction de l'Argus de Manhattan juge bon de publier les délires d'un esprit aussi perturbé, je pense qu'elle acceptera de publier cette lettre. Mais j'en doute, j'ai les plus grands doutes à ce sujet. Et je doute aussi qu'on veuille de vous dans un magazine de science-fiction. Je sais de quoi je parle, j'en lis beaucoup. Bien à vous, etc., etc. Donc on espère vous avoir donné envie de le regarder. Et puis, donc vu que c'est la fin d'année, c'est toujours l'année des bilans, on n'a pas envie de faire un bilan de l'année cinématographique, vu qu'on n'a pas forcément vu beaucoup de films et que c'est pas forcément le but de ce podcast. Mais tant qu'on est là, tant qu'on a un micro, on avait envie de se rappeler, voilà, au coin du feu, à la nouvelle année, avec la voix de Benoît Alman, se rappeler de quelques bons moments. Les bons moments. Bon moment cinématographique. Il est inimitable. Oui. Mais on aura tenté quand même. On aura tenté. Donc voilà, des moments parmi d'autres, évidemment, parmi plein d'autres, mais quelques moments choisis de ce qu'on a vécu cette année grâce au cinéma. Est-ce qu'il y a un film en particulier dont tu as envie de parler je veux bien... je veux bien parler. Je regarde juste ma liste, parce que oui, j'ai une liste. Une liste au Père Noël. J'ai fait une liste non exhaustive un peu des films de répertoire, enfin des films de patrimoine, pardon, que j'ai découverts cette année. Il y a beaucoup de très belles découvertes, mais si je devais en retenir un, ce serait sans doute Voyage au bout de l'enfer. Même si je ne veux pas léser les autres films découverts, mais Voyage au bout de l'enfer, c'était vraiment une révélation, quoi. Moi qui aime pas trop les films de guerre ou les trucs comme ça, là, c'est loin d'être un film de guerre, c'est vraiment un film désespéré et en même temps très beau et plein de tristesse et d'ironie, je trouve, qui m'a vraiment beaucoup charmée. Et je l'ai préféré à La Porte du Paradis, du même réalisateur que j'avais découvert et qui m'avait juste soufflé, mais pas dans le bon sens du terme. Voyage au bout de l'enfer, c'était vraiment ouais, c'est ça, c'est un vrai voyage qui était très triste et douloureux, mais en même temps vraiment touchant, quoi. Voilà, et il y a beaucoup d'acteurs beaucoup. Il y a des acteurs que j'aime énormément dedans, donc c'est... Voyage au bout de l'enfer qu'on a pu découvrir ou redécouvrir en 35 mm au ciné-club de Rennes Cinémaniac. Ouais. Donc on les salue. Oui, merci beaucoup. Pour leur très belle programmation de ce semestre. Et effectivement, moi je l'avais déjà vu, mais c'est un film que j'aime beaucoup et c'était un beau moment de le voir en salle comme ça. Moi de mon côté,
Une séance qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui m'a surpris, même déstabilisé, ça a été Mirage de la vie de Douglas Sirk, qui a été diffusé cette fois au Ciné-Club de Rennes 2, le Ciné-Tambour, on les salue également, comme ça on ne laisse personne. Et j'avais déjà vu de Douglas Sirk en plus en salle, mais il y a très longtemps, à une époque où ma cinéphilie n'était pas la même, j'étais resté vraiment sur le côté. Puis c'était une époque où voilà, le mélodrame était encore quelque chose qui me rebutait, comme genre, comme esthétique. Et puis là, c'est le mélodrame ultime, je me suis fait complètement rouler dessus, c'est le Technicolor, c'est le sommet du cinéma hollywoodien. Et vraiment un plaisir immense dans cette salle où on était très 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 peu nombreux, malheureusement. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir Mirage de la vie, c'est, donc pour le résumer très rapidement, une fresque sur le racisme et sur la maternité, un peu les deux sujets qui se croisent, avec deux femmes qui vont élever en même temps leur fille, l'une étant blanche avec une fille blanche, et la deuxième étant noire avec une fille blanche, ou en tout cas qui a un passing de fille blanche selon le regard dans la société. Donc, ouais, tout ce que ça va amener comme problématique et comme difficulté dans la relation d'amitié et dans la relation de maternité. Vraiment un très très grand mélodrame. Et ben ouais, le tambour nous a beaucoup apporté cette année. Parce que moi, au tambour, j'ai découvert la harpe de Birmanie, pour changer totalement de genre, qui pareil parle de la guerre sans vraiment en parler, et là où ça peut laisser beaucoup de monde assez froid, un peu sur le côté, par le côté, l'aspect assez propagandiste du film, moi ça m'a énormément touchée sur la manière de montrer ou de traiter les traumatismes, de montrer comment la guerre peut détruire et en même temps comment se reconstruire après. Voilà, donc moi ça m'a énormément touchée, malgré le côté un peu propagande du film, quoi. C'était une très belle découverte, et aussi en 35 mm en plus. Oui, tout à fait, ouais. Comme quoi, on a de la chance. C'est aussi le plaisir des ciné-clubs. Je peux peut-être retenir Out of Africa aussi, que j'ai vu il y a pas très longtemps à l'Institut Lumière, en compagnie d'une amie. En 35 mm Non, malheureusement. Et franchement, c'était magnifique, mais pour le coup, je m'y attendais un peu, mais je m'y attendais pas à ce point-là, en fait. Donc un film de Sidney Pollack, il me semble, avec Robert Redford et Meryl Streep, donc vraiment l'un des duos les plus cool de l'histoire du cinéma, quoi. Et les plus beaux. Et les plus magnifiques, ouais, oh là là. Mais vraiment un film qui arrive à brasser autant de sujets, tout en étant très, très doux, en déroulant son histoire de manière très virtuose, en fait, sur une temporalité assez longue, avec des événements de la vie qui arrivent, l'histoire, la grande histoire qui croise le chemin des personnages inévitablement. Et en même temps, les personnages qui arrivent à être tellement vrais, en fait, au milieu, c'est impressionnant, hein. Je suis vraiment soufflée, en fait, par le cinéma de Pollack, parce que c'est des personnages qui ont tellement de réalité, quoi, en eux, y compris les personnages un peu secondaires, quoi, comme le mari de Meryl Streep, qui je trouve est un personnage super intéressant, en fait, dans toute sa complexité. Et pareil, Meryl Streep qui est perdue, qui est pleine d'idéaux, qui est aussi un peu ridicule parfois en Afrique, là où elle est pas du tout à sa place. Et Robert Redford, lui il est parfait en fait, hein, juste dans ce film qui est un homme épris de liberté et qui est un peu déchiré entre l'amour, ses convictions et la manière dont il veut mener sa vie, ça peut résonner en fait, et ça a résonné avec moi alors que je suis à 1000 lieues du personnage de Robert Redford en fait dans ce film là, mais c'était vraiment magnifique et l'ami qui était avec moi a vraiment énormément aimé aussi, donc je suis juste super contente de faire découvrir des films cool et d'en découvrir par la même occasion. Et sinon, j'ai pas grand chose à dire sur les autres films que j'ai notés, à part qu'il y a vraiment eu beaucoup de belles découvertes cette année, comme L'œuf de l'ange, The Wicker Man, très cool, Christopher Lee, beau gosse, hein, bien sûr, To Be or Not To Be, parce que Lubitsch, c'est génial, ou Betty, de Claude Chabrol, très surprenant, mais vraiment hyper cool. Ça aurait pu être un super film de lesbienne, mais bon, tant pis. Oui, j'en profite, surtout à citer plusieurs pour évoquer certaines ressorties nationales, parce qu'on a beaucoup parlé de séances de ciné-club, de séances uniques dans des instituts, des établissements
plus indépendant. Bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de distributeurs qui qui nous ont offert de belles surprises, de belles redécouvertes ou découvertes. T'as parlé de L'œuf de l'ange, ça a été vraiment un plaisir de revoir ce film en salle dans une copie restaurée avec des sous-titres français. Oui. Voilà. Et un son restauré, c'est vraiment très beau. On a aussi eu la ressortie de À toute épreuve, en parlant de film qui était invisible légalement depuis très longtemps. Ouais, un énorme plaisir. Et puis qui va s'accompagner de beaucoup d'autres ressorties de cinéma hongkongais. Et on a très hâte. Il y avait aussi la redécouverte de La Maison et le Monde, Satyajit Ray, dans sa version restaurée, sortie en salle il y a déjà quelques mois maintenant. Mais vraiment un film d'une beauté, d'une ampleur, malgré une simplicité quelque part dans sa manière de traiter les rapports humains, et en même temps une ampleur dans sa question historique, politique, nationale. Vraiment le grand chef-d'œuvre tardif de Satyajit Ray. Et puis sinon, t'as parlé de Betty, et une ressortie de pas mal de films de Claude Chabrol, et c'était intéressant d'en découvrir certains, parce que c'est une carrière très large, et j'en ai vu assez peu finalement. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à trouver que Chabrol est un cinéaste très moyen bien. C'est-à-dire beaucoup de films, pas forcément tournés, pas forcément de gros projets, et donc du coup une carrière très cohérente et très intéressante qui foisonne de films, mais il n'y avait pas eu de film au milieu qui m'avait roulé dessus dans tout ce que j'avais vu. Et puis est arrivé Betty. Bien sûr. Et là, une espèce de magie quelque part, alors qu'il s'appelle Marie Trintignant, clairement, Oui. on va pas se mentir, mais une âme qui s'échappe de ce film et qui en fait un espèce de bijou caché au milieu de la carrière de Claude Chabrol. Et donc on remercie l'Arvor de nous avoir permis de découvrir ce film. Oui, merci à l'Arvor aussi d'avoir diffusé Ran de Kurosawa, parce que je crois qu'il ressortait justement. Non, c'était dans le cadre du ciné-club, mais déplacé à l'Arvor. Mais c'était une très belle séance. Ouais, pardon, je confonds vraiment les sorties, c'est horrible. Mais après, il avait été restauré et ressorti il n'y a pas si longtemps, donc c'est pas complètement Et déplacé. le Napoléon d'Abelgance, c'était l'an dernier. Je ne sais plus. Merde. Bon, c'est pas grave. Je crois que oui, il me semble que c'était l'année dernière. Tant pis, je parle plus, moi. Mais bon, on peut toujours parler du Napoléon. Il est sorti en Blu-ray cette année. Ouais, il est sorti dans une magnifique édition chez Potemkin. Qui coûte 100 €, voilà. Un petit peu trop cher. Mais c'est une très belle édition. On aime bien Potemkin, mais on va pas acheter ce coffret à 100 €. Si quelqu'un veut faire un don à l'association du Panarium sous forme de Napoléon d'Abelgance, on prend. Hein, on sûr. accepte. On accepte. On vous fera une review. Et sinon, l'Arvor nous a aussi permis de revoir Chungking Express. Oui. Dans une nouvelle version restaurée. C'est toujours un plaisir de redécouvrir ces films hongkongais qui, pareil, est un film Chungking Express, moi je désespérais de pouvoir revoir en salle. Et puis voilà, c'était une année de plein de belles surprises. Et puis sinon, j'aimerais juste parler de deux cinéastes. Il y a eu une petite rétrospective Coppola, dont on n'a pas eu finalement tous les films à Rennes, même s'il va y avoir un rattrapage début 2026, vu qu'on va avoir Outsiders, qui n'était pas au départ dans notre rétrospective, mais bon. Voilà, nos cinémas s'arrangent comme ils peuvent, mais donc une petite rétrospective de films, où j'ai pu revoir des films que j'avais tous déjà vus, mais qui étaient vraiment des films que j'adorais, et les revoir en salle, parfois dans des nouvelles versions pour Apocalypse Now, et accompagné du making-of d'Eleanor Coppola que je n'avais jamais vu. Ça a été vraiment une révélation de à quel point j'aime ce cinéaste, malgré plein de choses qu'on peut lui reprocher, mais à quel point chez moi il se passe quelque chose quand je vois ces films-là. Et les revoir les uns à la suite des autres sur très peu de temps, ça a été un plaisir immense. Et un autre cinéaste dont je voulais parler, c'est donc Robert Altman, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Pour moi, ça a été vraiment cette année une découverte, un approfondissement de sa filmographie, essentiellement à domicile, chez moi, mais il y a quand même eu la diffusion de Buffalo Bill, donc Buffalo Bill et les Indiens d'Altman, à l'Arvor, présenté par notre ami Thibaut, qu'on salue, que vous entendrez probablement bientôt sur ce micro. No spoiler. Voilà, petite annonce. Et donc à qui on souhaite une bonne année.
Et puis voilà, je remercie l'Arvor pour avoir découvert ce très très beau film que vous pouvez voir en Blu-ray. Il a été édité aussi cette année ou fin d'année dernière. Et donc foncez, c'est un très très grand film. Est-ce qu'il y avait d'autres films que tu voulais rajouter ou est-ce qu'on conclut là-dessus? Ben non, il n'y a pas vraiment d'autres films dont j'aimerais vraiment parler. Mention honorable à African Queen de John Huston, qui est quand même vraiment trop cool et que... Bon, faut pas oublier quand même, voilà. Effectivement, qui a été diffusé dans la même sélection que Betty, sélection autour de l'alcool. Oui, c'est ça. Voilà, sélection dont le thème était particulier, mais dont finalement... qui était finalement riche en découvertes. Oui, et donc oui, ça c'est les cycles d'été de l'Arvor. Un thème par an, et du coup là c'était l'alcool, et donc et voilà, il y avait quand même des films sympas. Il y avait à boire et à boire. Exactement, bien dit. Et puis du coup on a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'été prochain. Oui, vivement l'été. Oui, vivement l'été. Bon, bah sur ce, on vous souhaite une bonne année. Très bonne année. On espère qu'elle sera remplie de découvertes, de redécouvertes, de très beaux films. Bien sûr. Et puis continuez à nous écouter, nous on sera encore là en 2026. On va continuer à vous parler beaucoup de Denis Lavant. Mais un jour on arrivera au bout, c'est promis, et on va changer de personne pour faire une rétrospective. On devrait finir normalement en 2026. J'espère, oui. Je pense qu'on peut tabler là-dessus. Je pense que on peut, sans trop se mouiller, dire qu'on va finir avant décembre 2026. Oui, je pense. Et puis 2026 sera aussi l'occasion d'explorer d'autres cinématographies, de sortir du cinéma français, même si Denis Lavant nous fait parfois bien sortir du cinéma français. Ça, c'est sûr. Et voilà, et d'explorer, et puis peut-être aussi d'autres formats que la rétrospective, même si ça restera notre dada principal. Notre fil conducteur. Voilà. En vous souhaitant donc une belle année 2026 qui commence, et à très vite. Bonne année, à bientôt. Et c'est ainsi que débuta l'an 1959, la nouvelle année.